Le premier marché qu'on a réfléchi, c'est des clubs échangistes. Je vous explique pourquoi. On reçoit un appel un jour, je pense qu'il s'appelait Georges, le gars. Il dit « Salut, on aimerait ça utiliser votre système dans notre bar. » Je fais comme, un, c'est un peu froid, puis deux, on faisait pas de bar. Là, je dis « Ouais, mais pourquoi? » Il dit « Parce qu'on est tout nu. » Yeah, right. Essayez de payer tout nu. Et là, je me rappelle, je fais comme, il doit pas avoir beaucoup de gens tout nus. Puis là, il me dit, il y a 25 000 personnes. By the way, c'est à Montréal, ce club-là. J'ai fait une plug, il nous a quand même donné de l'argent. C'était quand même assez drôle, fait qu'on faisait le système de paiement au club échangiste. Mais tout ça, quand même, nous a allumé sur quelque chose. C'est là que moi, je pense qu'il faut être opportuniste. Donc, bienvenue à tous au 343e épisode du podcast Hypercroissance. Mon nom est Antoine Gagné. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter le deuxième panel qui a eu lieu le 24 mai dernier avec mes différents panélistes, Dominique Gagnon de Connect & Go, Simon Plante du groupe Plantation, Nathan Léveillé de Open Mind Technologies. On a discuté ensemble de l'évolution des modèles d'affaires et également de la dynamique économique au Québec et au Canada en 2024. Pour les gens qui n'étaient pas à la soirée, on a eu un événement extraordinaire et aujourd'hui, vous avez la chance d'écouter cette fabuleuse conversation entre nous quatre. Également, je vous invite peut-être à aller l'écouter sur YouTube parce que vous allez avoir un très bon format vidéo de ce qui s'est déroulé pendant l'événement. Littéralement, on avait 6 caméras sur place qui filmaient le tout, donc ça peut valoir la peine d'aller écouter le tout en format vidéo ici. Bien entendu, on a des informations très pertinentes de Simon Plante qui nous parle de tout ce qui va au niveau de l'économie avec ses différents clients, Dominique qui a évolué de service à produit et Jonathan qui nous parle comment il a été capable de vendre une partie de son entreprise et de faire évoluer l'autre partie de son organisation, de faire évoluer son modèle d'affaires, une discussion, bref, des plus fascinantes. Donc, je vous invite également à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou encore sur YouTube pour être notifié des nouveaux épisodes qui sortent les lundis et jeudis matin. Et sur ce, ma discussion avec Dominique Gagnon, Simon Plante et Jonathan Léveillé. Bon épisode à tous. Panel d'hypercroissance qu'on va regarder ensemble qui va parler de modèles d'affaires et de dynamique économique actuelle. Tout ça va ensemble. On commence avec notre premier panéliste, Dominique Gagnon. Dominique est une personne que j'admire énormément. Il est bon en affaires, il a un très bon sens des affaires, certes, mais il est également un très gros créateur de contenu. Comme on le dit plus tôt, il vient de lancer son 4e livre, Ici l'entrepreneuriat rendez-vous, que j'ai lu en quelques jours seulement. Je recommande à tout le monde. Également, une chronique quotidienne dans le Journal des affaires, c'est ça que tu fais? Seulement. Je dors peu. Ouais, on dort peu. Bon. Et aujourd'hui, par contre, on ne parlera pas de création de contenu avec lui. On va vraiment parler d'évolution de modèle d'affaires. Ce qui est intéressant avec Dominique, c'est qu'il est passé du service au volet produits technologiques avec Connect & Go et avec sa première entreprise à la base qui était Piranha. Dominique, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. Surtout merci à tout le monde qui sont venus un vendredi soir. Je sais pas vous faites comment, parce que moi, ma femme elle m'a envoyé un texto, elle dit « Tu rentres dans 20 minutes? » Je dis « Non, il parle longtemps. » soit vous avez pas de famille, ou soit Antoine fait des trucs le vendredi, écoutez, mais il est content d'être là. À ma défense, j'ai pas trouvé d'autres salles à Montréal depuis 2 mois qui nous offraient un crowd comme ça. Peut-être que le prochain va être un autre moment, mais bon, on verra. Simon, notre deuxième panéliste, qui est fondateur du groupe Plante. Simon qui est conseiller en placement et qui travaille quasiment uniquement avec des entrepreneurs. Pour vous donner un petit peu de vision sur ce qu'il fait, il y a $1 milliard sous gestion dans son groupe, que ça. Et pourquoi je voulais avoir Simon sur le podcast de 1? Parce que vous l'avez peut-être vu à Radio-Canada avec Gérard Félion. Il connaît l'économie mieux que personne. Et également, il côtoie beaucoup d'entrepreneurs qui, au quotidien, sont capables de lui dire comment les choses vont. Donc, quand on veut parler d'économie, de modèle d'affaires, je pense qu'il n'y a rien de mieux que Simon. Merci beaucoup d'être avec nous. Bien, merci de l'invitation. Et bon, j'ai une petite annonce à vous faire. On était supposé avoir Héloïse Harvey avec nous aujourd'hui, présidente et directrice générale de Epic Machinerie, une organisation phénoménale. Elle a évolué son modèle d'affaires, elle a acheté plein d'entreprises, elle a un groupe de plus de 100 millions de chiffres d'affaires. Malheureusement, Héloïse, il y a eu un souci familial qui l'empêche d'être avec nous aujourd'hui. Donc, mon collègue de toujours sur le podcast, Jonathan Léveillé, m'a dit « Je peux en faire 2. » J'ai dit « Parfait. Merci, Jonathan. » Je lui ai fait une belle présentation plus tard pour l'autre panel qui va parler de AI, mais juste pour le moment, pourquoi je pense que Jonathan est intéressant de l'avoir sur le podcast pour parler d'évolution de modèle d'affaires, c'est que dans la dernière année, Jonathan a vraiment refocusé son offre de service. Il a vendu une partie de son entreprise, a fait évoluer également sa méthode de commercialisation. Je pense que vous visez beaucoup plus le marché américain, donc je pense que ça va être très intéressant de parler avec toi aujourd'hui. Jonathan, merci beaucoup d'être en remplacement sur ce deuxième panel. Plaisir d'être la third wheel. Merci.
OK, un peu de contexte pour tout le monde, j'aime donner des chiffres. La dynamique économique au Québec est également dans le monde, on va se le dire, ça a beaucoup changé dans les 24 derniers mois depuis de juin 2010 à avril 2022. Pour donner un peu de contexte, les taux d'intérêt fixés par la Banque du Canada ont oscillé entre 0,25 % jusqu'à 1,75 %. Le pic était en 2018. Depuis avril 2022, les taux ont augmenté de 50 points de base par trimestre en moyenne pour atteindre un plafond qui semble rester stable pour le moment à 5 %. On parle des taux d'intérêt ici. Dans les dernières annonces que la Banque du Canada a d'ailleurs confirmé que les taux vont rester comme ça pour quelque temps, on est dans un environnement économique totalement différent. Simon en a parlé un petit peu plus tôt. Ces changements-là vont impacter comment on gère nos entreprises. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on soit capable de se mettre dans la peau des entrepreneurs. Simon, je me tourne vers toi puis dire, un taux d'intérêt à 5 % pour une organisation, pour un entrepreneur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui change dans le quotidien des entreprises, des gens avec qui tu côtoies? De ce que Gérard Filion dit, je serais curieux de t'entendre ici. Bien, j'aborderai le sujet en deux canaux. En premier, je parlerai peut-être des consommateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'économie au Québec, 65 %, 2/3 d'une économie, c'est entre les mains du consommateur. Donc, c'est son pouls qu'on doit suivre quotidiennement pour savoir comment le rayonnement va toucher jusqu'aux entreprises. Puis après, on pourra retourner aux entreprises. Au niveau du consommateur, plusieurs s'attendaient à un effet de choc de cette hausse-là. Je veux dire, c'est une médecine forte que les banques centrales ont appliquée. Pourtant, la grande surprise de tout le monde, jusqu'à présent, l'économie ne s'est vraiment pas nécessairement écrasée, puis plusieurs personnes se demandent pourquoi. Puis, un des facteurs, je dirais, bien, premièrement, je vais faire un relais avec ce que Simon, je crois, a mentionné, c'est que l'anomalie, c'est la dernière décennie. Depuis la crise financière, on vit dans un monde où pour des bonnes raisons, il y a des interventions massives faites par les banques centrales qui artificiellement gardent les taux d'intérêt bas. Puis ça crée des distorsions dans le marché. Moi, ça fait à peu près 22 ans que je suis dans l'industrie. Dans le fond, on revient à avant la crise, qui est plus normal, sain, qu'on devrait retrouver. Puis à la même époque, on avait en 2005 environ, 2004-2005, on avait le même taux de chômage, le même taux d'intérêt, puis c'était pas la fin du monde. Donc aujourd'hui, si après 18 mois, le pire n'est pas arrivé comme certains s'attendent, je pense que c'est le signe que peut-être le pire scénario, il ne faudra pas le visiter. Cependant, c'est certain qu'une hausse de taux d'intérêt, éventuellement, le but d'une banque centrale, c'est que ça fasse son effet, puis ça va faire son effet sur la consommation. Mais pourquoi ça n'aura pas nécessairement un impact si dommageable? C'est le premier point que je vais mentionner, c'est les salaires. Vous le vivez en tant qu'entrepreneur, là, mais trouver du talent, là, c'est dur, puis ça coûte cher. Puis les salaires moyens, aujourd'hui, même après l'inflation qu'on a vécue, sont nettement supérieurs à ce qu'ils étaient en 2019. Donc, votre consommateur va être peut-être plus sobre dans ses choix budgétaires. Peut-être qu'il va couper des dépenses discrétionnaires. Si vous voulez booker un voyage, ça coûte encore cher. Mais éventuellement, peut-être on va voir un refroidissement de ce côté-là. Mais la consommation va poursuivre. Puis l'autre côté, c'est la psychologie du consommateur. C'est quoi son plus gros actif? Sa richesse, c'est sa maison. Puis on vit un enjeu en ce moment. Il y a une immigration forte. Avec le COVID, les gens travaillent à la maison, ils cherchent plus d'espace. Donc, les prix des maisons n'ont pas nécessairement fléchi, puis la demande va rester. Donc, ton consommateur est en bonne posture. Ça, c'est côté consommateur. Donc, pour les gens qui font du B2C avec le commerce, qui deal directement avec des consommateurs, je pense que c'est pas... Il ne faut pas regarder le monde, l'avenir avec des lunettes roses, mais c'est peut-être pas aussi dramatique que certains s'attendent. Au niveau des entrepreneurs, là, je trouve que c'est un peu différent. Parce que là, la première conclusion qu'on va faire, le coût de financement, c'est nettement pas ce que c'était dans le passé. Ça, c'est vrai que c'est un enjeu. Puis tout à l'heure, le panel, c'est un panel plus en service, en TI. Nous, en général, ce qu'on sert principalement, c'est des entreprises traditionnelles. Et mettez-vous dans la peau d'un manufacturier qui veut croître. Puis il n'est pas dans la propriété intellectuelle, là, il est dans le concret. Acheter un terrain parce qu'il y a un objectif de croître. Construire les immeubles, rentrer de l'automatisation. Les coûts, là, sont vraiment élevés. Je pense que ça va rester collant. Parce qu'en même temps de tout ça, on a un objectif de décarboner. C'est un virage qui va faire augmenter les prix des matières premières. On veut réindustrialiser les pays développés quand on faisait tout en Chine. Donc là encore, ça amène des augmentations de coûts. Puis on a un changement démographique massif. Le monde ne le réalise pas, là. J'ai pas les données au Québec, mais aux États-Unis, en ce moment, il y a 55 millions de personnes qui ont plus de 65 ans. Dans 10 ans, ça va être 80 millions de personnes.
Fait que si tu as des enjeux de talent, ben, ça changera pas. Puis il y en a qui ont peur de l'AI, puis de l'automatisation, mais je pense qu'on en a besoin, parce que pour faire des gains de productivité, là... Restez pour le prochain panel. C'est ça que ça veut dire, OK? C'est ça. Même si ça va finir en horreur. Mais, fait grosso modo, je pense que c'est la réalité, comme l'impact de la hausse de taux d'intérêt, puis la réalité, je pense, un peu dans l'écosystème qu'on est actuellement. Donc, ça va être un défi pour les entrepreneurs. Par contre, il y a des raisons quand même d'être optimiste. Intéressant. Bon, dans des environnements qui changent comme ça, Dominique, il faut des fois revoir notre modèle d'affaires. Toi puis moi, on en parlait. Avec Connect & Go, à la base, vous aviez des gros contrats. Vous aviez des projets totalement exceptionnels, pour en nommer quelques-uns, les Jeux olympiques. Vous avez fait le Super Bowl. Et je pense que ça peut être excitant sur papier, mais au final, c'est des ups et c'est des downs, ces gros contrats-là, parce que c'était des contrats ponctuels, des contrats de service. Finalement, à travers le temps, la COVID a joué un gros jeu ici. Pour vous donner un peu de contexte, c'est dans le domaine événementiel. Je vous laisse faire le portrait. Tu as changé ton modèle d'affaires. Maintenant, tu travailles avec les parcs d'attractions. Vous faites de l'argent quand il y a des transactions, des gens qui rentrent dans ces parcs d'attractions-là. Peut-être tu pourrais décortiquer pour nous aujourd'hui comment cette évolution-là s'est faite, d'où proviennent les réflexions. Est-ce que c'est été uniquement réactif avec la COVID? Je serais curieux de t'entendre sur l'évolution de ton modèle. Oui, effectivement. Je pense qu'on a été un peu forcé pour revenir un petit peu à la genèse de tout ça. La genèse de tout ça, c'est que pendant 5 à 6 ans, on était nous aussi bootstrap. Donc, on n'a pas levé de financement les 5-6 premières années parce qu'effectivement, quand tu fais un peu plus de services, tu vends, t'encaisses des sommes, tu les réinvestis, puis on avait réussi quand même à croître de cette façon-là. On était perçu comme une compagnie technologique, mais le monde de l'événementiel demandait du custom. À chaque gig, il y avait du custom à faire. Et évidemment, très peu de festivals allaient se commettre sur plusieurs années. Donc, c'était ce qu'on appelait du repeat business, fait que pas du recurring. On avait par exemple le Festival d'été de Québec, Oshéaga. C'était des contrats d'1 an, 2 ans. Mais évidemment, le festival, il pleut. Ben, il n'y a pas beaucoup de gens. Compliqué de te faire payer. Fait que la réflexion, 5 à 6 ans, la business croît. Mais croît évidemment pas une croissance d'une compagnie technologique, mais on a quand même fait peut-être dans les 5 premières années 0 à 5 millions. Quand même. Donc, la business allait relativement bien avec certains défis. Il est arrivé certains événements. Le premier événement qui est arrivé, c'est qu'on a fait un festival qui s'appelle Fire Festival. We've been done there. Si vous voyez dans le documentaire, ils font le bracelet, là. C'était nous. On avait des gens là-bas. Puis avant de faire Fire Festival, on avait vécu quelques moments loufoques. On avait travaillé au Mexique pour des festivals de musique électronique. Puis on avait réalisé sur le tard que la boîte de production s'appelait Sicario Management. C'était des cartels. On a travaillé pour le prince héritier en Arabie Saoudite, puis il mettait ses frères et ses cousins en prison au Ritz pendant qu'on était là. Fait que j'ai eu des enfants, on a vieilli, puis on trouvait ça un petit peu plus stressant, je pense, de faire le tour du monde durant ce moment-là. Puis on a aussi commencé à lever des fonds parce que, je pense que c'est même une mauvaise idée, mais tu sais, je voyais tout le monde qui levait des fonds, puis à un moment donné, j'étais comme avec Anthony, Chris, il faudrait faire ça, nous autres aussi, ça a l'air d'être ça qu'il faut faire, tu sais. Aucune bonne raison au départ, mais c'était comme, ça semble un modèle viable, puis c'était dans le temps où, ben c'est encore ça aujourd'hui, mais tu sais, qu'on célébrait les levées de fonds là, sans arrêt. Fait que je pense que notre ego nous a amené à dire, il faudrait lever des fonds. Fait que là, on prend notre bâton de pèlerin, puis on commence à aller voir des investisseurs. Puis je me rappelle, tous les investisseurs nous disaient, hey, vous avez une belle, on faisait 1 million de profits à peu près, là, tu sais, la meilleure année. Les investisseurs faisaient, ouais, mais la qualité de vos revenus, c'est pas terrible. J'étais comme, va chier. Je fais 1 million de profits, puis tu dis que la qualité de mes revenus est pas bonne. Puis là, on a compris c'était quoi du recurring. Ouais. Parce qu'avant, j'avais une agence, fait que j'étais pas non plus dans le récurrent. Puis là, on s'est mis à dire, OK, personne ne veut nous donner d'argent parce qu'on est propre. Il y a même du monde. Dans ce temps-là, c'était comme être profitable, c'était genre la lèpre. C'était comment vous n'êtes pas allé assez vite, vous auriez dû brûler plus de capitaux. Ouais, aujourd'hui, puis ils veulent que tu changes en 3 mois, puis tu passes d'un burn de 10 millions en profitabilité, ça se fait pas. Mais tout ça pour dire que là, je me rappelle avec Anthony, on fait comme, faudrait peut-être trouver un meilleur marché. Et Fire a un peu accéléré ça. Et le marché, en fait, le premier déclencheur, c'est qu'un autre élément loufoque qui a amené le premier marché qu'on a réfléchi, c'est des clubs échangistes. Je vous explique pourquoi. On reçoit un appel un jour au bureau. Je pense qu'il s'appelait Georges, le gars. Puis il dit « Salut, on aimerait ça utiliser votre système dans notre bar. » Là, je fais comme, 1, c'est un peu froid, puis 2, on faisait pas de bar. Puis là, je dis « Ouais, mais pourquoi? » Ben, il dit « Parce qu'on est tout nu. » Yeah, right. Essayez de payer tout nu. Coupe de place où mettre la carte, mais c'est quand même compliqué, tu sais. Oh my God. Et là, je me rappelle, je fais comme, il doit pas avoir beaucoup de gens tout nus. Là, puis là, il me dit, il y a 25 000 personnes. By the way, c'est à Montréal, ce club-là. 25 000 personnes. Par année, là, entre nous deux, j'ai fait une plug. Il nous a quand même donné de l'argent. Et là, on a fini par faire le club échangiste. C'était quand même assez drôle. Fait qu'on faisait le système de paiement au club échangiste.
Mais tout ça, quand même, nous a allumé sur quelque chose. C'est là que moi, je pense qu'il faut être opportuniste. Tu sais, l'opportuniste, c'est mal vu là, au Québec. Il y a une leçon, écoutez-le. Ouais. Exact. Comment profiter d'un club échangiste. Je suis jamais allé. Mais j'ai la base de données. Hein. S'il y a des gens dans la salle qui sont allés, j'ai acheté la base de données d'Ashley Madison et j'ai volé celle-là. Fait que je peux faire du cross-data, c'était la liste des gens. Ah non. Habituellement, il y a toujours une personne dans la salle qui est déjà allée. Mais tout ça pour dire, c'est pas un show d'humour ce soir. Mais c'est parfait, ça garde le monde réveillé, on aime ça. Là. Donc, tout ça pour dire que, je me rappelle, on a eu un déclencheur de se dire, hey, c'est vrai que les gens peu habillés, c'est compliqué de payer. Donc, spa, parc aquatique. Puis on a commencé à réfléchir, et c'est là qu'avec Anthony, on s'est dit, ben, le marché des parcs aquatiques serait probablement un marché intéressant avec des parcs d'attractions. Donc, à peu près 9 mois avant la pandémie, on a pris la décision qu'on allait avoir 2 compagnies. Ce qu'on appelait Connect and Go Event. Fait qu'on voulait continuer parce qu'on profitait du brand exposure, de dire, tu sais, quand tu arrives à un meeting, tu dis, on fait le Super Bowl, on fait les Jeux Olympiques, ça va bien. Tu sais, ça plug évidemment bien la compagnie. Puis d'un autre côté, on voulait lancer Connect and Go Permanent Installation. C'est des installations permanentes où là, on se disait, ça va être récurrent, on va pouvoir lever du cash, ça va être malade. Mais évidemment, ben, la première chose qu'on a faite, on s'est dit, ça va être la meilleure année de vie. On avait signé les Jeux Olympiques. On avait signé le Super Bowl pour cette année-là, la PGA. On avait été en finale, on était sur le point d'avoir le Paris Saint-Germain pour faire le système cashless complet du stade. C'était vraiment la plus belle année de notre vie. 9 mois avant la pandémie, on fait une acquisition. 1,7 million de dollars. Je l'ai revendu 3 mois après la pandémie, 100 000 au même propriétaire. Fait que vous comprendrez que quand tu fais de l'événementiel à l'international puis qu'il y a une pandémie qui arrive, ça va vite. T'sais, au début, c'était comme OK, on n'est plus capable d'avoir nos bracelets en Chine parce que la pandémie, on pensait que ça resterait là. Fait que c'était comme on va trouver d'autres fournisseurs, puis après 2 semaines, c'est ça s'en vient chez nous. Annulation du Super Bowl, annulation des Jeux Olympiques, annulation de la F1. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir la goutte d'eau qui te coule parce que ça n'a pas été annulé d'un coup. Hein. C'était comme un après l'autre. On renvoyait à peu près 10 personnes par semaine sur Zoom. On avait levé pour faire ce pivot-là un premier 5 millions de capital. Donc, on était prêts. Là. Tout était prêt. On allait avoir 2 compagnies. Et à ce moment-là, ben évidemment, boum, pandémie arrive, il n'y en a plus d'événements. Il n'y en a plus. Puis tu vois, je ne sais pas si j'aurais eu le courage. La bonne décision, c'était d'arrêter d'en faire. Mais je ne sais pas si j'aurais eu le courage. Tu sais, comme entrepreneur, souvent, on va essayer de tout faire. Fait que moi, c'était comme, on va garder l'événementiel, mais on va faire d'autres choses en même temps. Puis je pense que c'est un des gros problèmes des compagnies de services. On en parlait avec Vincent tantôt, j'ai une agence dans le passé. Presque toutes les compagnies de services, d'agences de marketing web, essayent de faire un produit, puis ils floppent tout le temps. Parce qu'ils essayent de dire, on va continuer de faire du service, mais on va avoir un produit sur le côté. Ça marche pas. Donc, la pandémie est arrivée. On a été obligé de changer notre modèle d'une certaine façon. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'on a construit l'avion en plein vol. En janvier 2020, je pense qu'il nous restait 7 employés. On était à peu près 65, me semble, avant ça. Et on s'est dit, on se lance dans un parc d'attractions. 2020, première ligne de code d'un ERP pour les parcs d'attractions. Quand on rentre dans un parc aujourd'hui, on remplace à peu près 12 solutions. 100% de tous les dollars du parc transigent par nous. Par exemple, un zoo de Granby, il transige 30 millions transigent par nos systèmes. On fait la POS de restauration, POS de boutique, POS de billetterie, vente en ligne, système de paiement, on fait l'entièreté. Donc, janvier 2020, première ligne de code. On déploie notre premier client cet été-là, le Super Aqua Club. Sincèrement, c'était n'importe quoi. Là. Solution qui ne marche pas, etc. Mais on n'avait comme pas le choix de déployer parce qu'il fallait essayer de commencer à faire des revenus. Donc, on est reparti à zéro. Je pense qu'en 2020, on a fait un peu moins d'1 million de chiffre d'affaires, 800 000. 2021, on a fait 3 millions, 7 millions, 8 millions. Dépasse le 10 millions recurring cette année. Wow. Très, très rapidement. On va dépasser le demi-milliard en volume de transactions. Et évidemment, on a changé notre modèle d'affaires. Aujourd'hui, on est payé. À chaque fois que quelqu'un rentre dans un parc d'attractions, vous nous donnez une petite partie de cette transaction-là. Donc, il y a un frais par entrée, ce qu'on appelle par création de portefeuille virtuel, qui est la techno qu'on a faite. Mais on est aussi devenu au système de paiement. Parce que parfois, c'est bon de s'inspirer des autres. Nous, on regardait Lightspeed. Puis on faisait, comment ça fait que ça grossit si vite les revenus? Puis quand on a vu Lightspeed Payments, on a digué. L'avantage des compagnies publiques, tu prends les états financiers, tu peux comprendre bien les choses. Puis à 1 million de revenus, on est devenu un PayFac, un système de paiement. Ce qui est complètement fou parce que tout le monde fait ça vraiment tard dans leur histoire, ça coûte cher, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, ça fait que 100% de tout transige par nous en termes de système de paiement. Donc, notre objectif dans à peu près prochaine année ou deuxième année, c'est de réaliser plus d'1 milliard de dollars en volume de transactions. Ce que je pense qu'on va réussir à faire et de croître là-dedans. Mais, tu sais, il y a des gens qui disent que c'était courageux de changer le modèle d'affaires. Dans la vraie vie, c'était du désespoir, puis c'était juste de la survie. Mais c'est ce que je trouve intéressant des crises, c'est un peu ce que Simon disait aussi. Pendant que tout le monde souffre, il y a des opportunités. On a aussi acheté 2 compagnies en plein milieu de la pandémie qui faisaient de la photo-vidéo sur des rides.
qu'on n'a pratiquement pas payé parce qu'il n'y avait plus de cash, il n'y avait plus d'événements. Donc, on dit toujours qu'il ne faut pas gaspiller une bonne crise. Je pense que c'est ce qu'on a fait. Tu disais tout à l'heure que tu dors pas beaucoup. Dors-tu mieux maintenant que tu as des paiements qui se font à chaque personne qui rentre dans un parc d'attractions comparativement à être dépendant de la température pour des événements de la sorte? La réalité, c'est qu'être récurrent ne veut pas dire être profitable. J'aurais bien aimé dire que j'ai l'histoire de Simon, là, mais tu sais, la réalité, on a levé 25 millions en capitaux dans les 3 dernières années. On est encore une entreprise qui... je déteste le mot « burn » parce que pour moi, brûler de l'argent, c'est pas l'utiliser intelligemment. Je pense qu'on est très intelligent dans les investissements qu'on fait, mais on est très agressif dans les investissements qu'on fait. Donc, la réalité, oui, on a plus de stabilité. Je pense qu'on a une entreprise qui a une valeur beaucoup plus grande. Mais tu sais, les gens, des fois, oublient que dans le capital de risque, il y a le mot « risque ». Bien sûr. Puis ça vient aussi avec ça. On sait très bien qu'aujourd'hui, on a une entreprise en forte croissance, mais c'est un milieu qui change très rapidement, qui demande des capitaux. On finalise en ce moment, on s'en va vers une série B qui va être encore plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc est-ce que je dors mieux? Sincèrement pas. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est un roller coaster. Par contre, j'ai moins, puis j'aime pas utiliser ce mot-là, mais je me sens moins comme une prostituée. T'sais, parce qu'il y a du service, puis Vincent, je suis sûr que tu te sens des fois comme ça, là. Ah, c'est ça tout le temps, là. C'est comme, en fait, j'avais Desjardins comme client. C'était quand on veut faire quelque chose de vraiment cool qui sort de l'ordinaire, mais en vert avec nos logos partout. J'étais comme... J'avais vraiment ce feeling-là de me prostituer en permanence, tandis que là, ben, on décide un peu notre roadmap, on a un peu plus de contrôle de ce qu'on fait, puis je pense que le même trip que j'ai avec Simon, même si je suis peut-être moins technique, c'est bâtir le produit. Tu vois, dernièrement, on a fait un processus M&A, puis beaucoup de joueurs ont regardé pour nous acheter, puis je me suis rendu compte, ce qui me décevait, là, sur peut-être 150 personnes qui sont venues s'intéresser à la compagnie, je pense qu'il y en a un qui a demandé une démo. Tu te rends compte à quel point les financiers, tu sais, ce côté-là qui ne s'intéresse pas au produit, c'est la grosse déception pour un fondateur quand il regarde juste les chiffres, parce que la chose qu'on est le plus fier, c'est le produit qu'on a bâti. On fait une petite pause sur l'épisode en cours pour vous poser une question aujourd'hui. Est-ce que vous sentez que vos équipes marketing ont tous les outils nécessaires pour affronter le Q4 2024? Est-ce que vous êtes prêts à affronter l'automne, une période, une saison qui habituellement est excessivement chargée pour les différentes entreprises quand on parle de marketing? Eh bien, si vous vous posez des questions, si vous n'êtes pas certain que vos équipes ont tous les outils nécessaires, je vous invite à considérer la J7 Academy. La J7 Academy, c'est littéralement une université en ligne qui montre les meilleures pratiques quand on parle de direct response marketing, les meilleures pratiques en publicité Facebook, en publicité Google, en email marketing. Littéralement, c'est 12 ans d'expérience de l'agence J7 Media intégré à l'intérieur même d'une plateforme de formation, d'un échange où est-ce qu'on est capable de parler via une plateforme Slack, des workshops qui vont avoir lieu 2 fois par mois. Bref, tous les outils sont présents à l'intérieur même de cette académie pour former votre équipe de Direct Response Marketer. Si vous aimeriez en savoir un petit peu plus, je vous invite à vous rendre sur le site Internet de la J7 Academy, qui est le J7 Academy, J7ACADEMIE.com pour en savoir un peu plus. Les forfaits commencent à 400 $ par mois, mais si vous dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous obtiendrez votre premier mois à 50 % de rabais. Sur ce, on se dit de retour à l'épisode en cours. Je me tourne vers toi, Jonathan. Il y a une histoire que Jonathan Léveillé a connue dans les dernières années que je trouve fascinante, qui parle un peu de modèle d'affaires. Des fois, on achète des entreprises, des fois, on en vend. Mais lui, il a vendu une partie de son entreprise pour garder littéralement son corps de métier numéro 1. Peux-tu parler un petit peu de ça à l'audience? Parce que je trouve que ça fait tellement écho avec l'évolution de son modèle d'affaires et également d'être courageux. Ultimement, d'accepter qu'il y a peut-être certaines lignes d'affaires dans notre organisation qui font moins de sens et au lieu de simplement l'arrêter, on peut la vendre. Peux-tu nous parler un peu de ça? Absolument. Je pense qu'on a été extrêmement chanceux du début de l'entreprise jusqu'à début de la pandémie. On a une belle croissance, beaucoup de vent de dos et non de face, mais on s'est perdu à travers le temps à faire beaucoup trop de choses. Puis la pandémie est arrivée, on s'est fait challenger beaucoup par nos aviseurs de dire « OK, vous êtes bon dans quoi? Parce que vous faites beaucoup de choses présentement. » Puis on s'est rendu compte pour aller, je pense, à la prochaine étape, il fallait prendre des décisions courageuses, difficiles, de se couper un bras. Carrément, c'est un peu ça. Ouais. Puis de scinder l'entreprise en 2, même pratiquement en 3. Puis de prendre cette partie-là qu'on n'avait peut-être pas la meilleure équipe de gestion pour l'amener au prochain niveau, puis de se dire on se concentre juste sur une chose pour devenir les meilleurs à l'échelle mondiale. Puis c'est ce qu'on a fait pendant la pandémie. Ça a été, je dirais, une aventure assez difficile du côté humain, du côté entrepreneur, de dire on scinde son entreprise en 2,
on la vend à quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ce bébé-là qu'on a fait évoluer à travers le temps. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que c'est le bon mouvement qu'on a fait, surtout dans l'optique, on en parlait, les salaires, vous le voyez tous, là, ça l'explose. Si on veut donner plus de richesse à nos joueurs dans nos équipes, il faut créer plus de richesse, il faut être plus focus, il faut livrer plus de résultats, puis peut-être aller chercher un peu de revenus aux États-Unis aussi. Donc, on est sur cette visée-là. Mais c'est quand même fascinant de vendre une partie seulement de son entreprise parce que ça aurait pu être facile pour toi de juste arrêter cette ligne d'affaires-là. Oui, mais il y a une belle valorisation. Bien sûr. On en parlait tantôt au niveau techno, ça se vend tellement cher les business que honnêtement, tout le monde veut donner un petit prix là-dessus. Mais quand on était à San Francisco ensemble, tu m'as fait rire, tu m'as fait réaliser, Colin, Jonathan, tu as vendu ta business, mais tu es encore 100% propriétaire. Puis j'ai fait, crime, tu as raison, c'est vrai. Ouais. Puis c'est rare qu'on entend ça, ces bouts-là de détachement, puis de laisser aller une partie, mais de rester 100% propriétaire du reste. D'où l'importance de penser à son modèle d'affaires. Et je terminerai peut-être un peu le panel sur un point que j'aimerais discuter avec vous, les gars. J'avais eu une discussion menée sur le podcast Hypercroissance avec Marc Desserre, qui est l'entreprise Desserre. Il m'avait dit quelque chose d'assez fascinant. Il me dit, si aujourd'hui, tu ne génères pas au minimum dans tes revenus, 20% de ces revenus-là n'existaient pas il y a 5 ans, tu es en train de faire quelque chose de pas correct. Essentiellement, tu dois continuellement innover pour faire en sorte qu'une partie de tes revenus, c'est des revenus qui n'existaient pas auparavant. J'amène ça à votre attention pour vous poser une question. Comment un entrepreneur ici qui est dans la salle ou les gens qui vont nous écouter à la maison peuvent analyser en mai 2024 leur entreprise, faire un portrait froid de la situation puis se dire « faudrait pas que je le change un peu? Est-ce que j'ai des choses à évoluer? » Quelles sont les réflexions que les gens ici devraient avoir sur leur modèle d'affaires? Peut-être, Dominique, je commence avec toi. Ouais, je te dirais que moi, je suis même rendu parano. OK. J'avais écrit un blog là-dessus. En fait, quand ça va bien, j'essaye de briser quelque chose parce que quand ça va bien, pendant 1 à 2 semaines, tout pète. Oui. On a encore vécu dernièrement, là, on se félicitait. Ah, le roadmap va bien, l'équipe va bien. 6 critical issues, 4 clients tabarnak. Fait qu'on aurait dû péter avant que ça arrive. Fait qu'on devrait se re-questionner en permanence. La réalité, un des bons exemples, j'ai découvert dans le processus M&A qu'on faisait. Puis ce qui est intéressant, on parlait des M&A avant, puis c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis en permanence en train de dire à des gens que je vais les acheter, aussi pour avoir de l'information. Puis, pour moi, c'est un processus intéressant des deux bords, de quand quelqu'un dit « je veux t'acheter », OK, discutons. On devrait avoir cette ouverture-là. Puis en faisant ce processus-là, un des modèles d'affaires qu'on a réalisé, c'est qu'aux États-Unis, c'est le Far West. Fait qu'exemple, dans le monde de la billetterie, des parcs, tu as ce qu'on appelle le convenience fee. Ça veut dire que tu peux, à la fin de la transaction, cacher quelque part un frais de 12$. Puis personne ne le sait trop. Puis tu vois, on a un des acheteurs qui regardait nous acheter, qu'on s'est rendu compte 70% de son chiffre d'affaires. Ce qu'il dit au client, c'est « Hey, notre plateforme est gratuite, on va se payer à même la transaction. » Fait qu'il décide lui-même de se payer le frais à peu près qu'il veut, sincèrement. Puis, il fait plusieurs dizaines de millions comme ça. Ben, on va commencer à faire ça. Mais en analysant ça, on va commencer à dire, notre plateforme est gratuite. On se paye à même la transaction. Tu réfléchis comme ça, d'avoir des distributeurs, des gens. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que, chaque fois qu'on signe un parc d'attractions, c'est porte à porte, un vendeur qui va le signer, etc. Là, on s'est dit, OK, il y a des gens déjà dans ce marché-là qui pourraient peut-être distribuer. Je pense qu'on doit sans cesse se re-questionner. Parce que le monde change. Bien sûr. Avant, tous nos clients détestaient les OPEX puis ils voulaient du CAPEX. Fait qu'avant, nous autres, il y a quand même du hardware pour lancer un parc. C'était comme, le hardware, ils ne négociaient pas, mais les frais récurrents, aujourd'hui, c'est complètement le contraire. Parce qu'évidemment, le coût du financement fait que le hardware sont comme... nous autres, on est avec Lightspeed pour faire toutes les POS de restauration. Le iPad est un issue parce qu'il faut qu'ils achètent des iPads. Ben, tu vois, là, on a réussi, nous autres, à aller chercher du financement. On va être capable de les financer. Ou de dire, regarde, le hardware est gratuit, donne-moi plus d'OPEX, ça valorise mieux ma business. Fait que c'est de se re-questionner en permanence parce que ça change en permanence. Puis regarder ce que les autres font aussi. Parce qu'à un certain moment, on n'est pas obligé de tout inventer, on peut copier. Puis moi, je suis toujours en train de regarder la compétition agit comment, qu'est-ce qu'ils font, et surtout des secteurs un peu différents. Donc nous, notre grande inspiration, par exemple, c'est les PMS. Donc c'est des systèmes de gestion d'hôtels qui ont à peu près 7 à 8 ans d'avance sur le monde des attractions. On les regarde, on dit, ils font tel truc, pourquoi on n'amènerait pas ça dans notre secteur? Simon, toi, de ton côté, avec tous les entrepreneurs avec qui tu travailles, est-ce que c'est des réflexions que tu entends des fois? Parce que tu vas travailler avec des gens qui vont avoir un surplus de capital, qui vont vouloir l'investir sur les marchés boursiers. Est-ce qu'il y a des réflexions, est-ce qu'il y a des changements dans les entreprises avec les discussions que tu as avec différents entrepreneurs? Ben oui, mais pour revenir pour répondre à ta question, puis je me dis, les gens qui sont ici, là, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Moi, il y a deux choses. Souvent, les gens, ils ont des PME, puis ils disent, écoute, je travaille au maximum, je fais 5, 10 millions, puis on dirait, j'ai un plafond de verre. Mon équipe est essoufflée. Comment ça qu'il y en a dans mon industrie qui font 100,
1 milliard. C'est quoi qui se passe? Puis je te dirais que la différence entre ces gens-là, là, c'est pas que c'est des si grands opérateurs, c'est que c'est des gens qui sont capables de bâtir des équipes talentueuses, sont capables de prendre du recul, puis ils réfléchissent. Puis c'est dur dans le tourbillon de prendre le temps, puis juste regarder à 30 000 pieds, puis dire « je m'en vais où ». Je pense que ces gens-là, ils ont la capacité de le faire. Puis le dernier point, je dis, ces gens-là, ils ont un bon CFO, chef des finances. Puis je ramène ça à vous, c'est que le conseil que je donnerais, c'est que si vous êtes capable de tranquillement être capable de déléguer, capable de stimuler une équipe talentueuse, si vous prenez du temps, on parlait tout à l'heure de fusion, de croissance par fusion-acquisition. Moi, je dis les 10 prochaines années, hein, c'est la meilleure décennie des 100 dernières années en fusion-acquisition, surtout pour les plus petites entreprises. Parce que les fonds de capitaux privés ont leur place, les multinationales stratégiques ont leur place. Mais là, nous, avec Emile dans mon équipe, on le voit, on est des entrepreneurs, puis on dit « Pourquoi tu veux vendre? » Bien, il y a l'âge. Mais à qui tu veux vendre? Puis c'est où? Il y a une grande portion, là. Le premier souci, là, c'est quoi? À qui ils pensent? Ça leur gagne. Puis là, aujourd'hui, on commence à avoir un cycle où des acheteurs, des fonds privés qui ont acheté. Ils vendent, exemple, à des sociétés américaines, puis c'est bien correct. Puis là, l'entrepreneur dit « Hey, ils ont vendu plus cher, ils ont vendu à une société américaine, puis là, la société américaine, elle veut garder des belles marges de profit, elle ne réinvestit pas. » Donc, il y a des entrepreneurs en ce moment qui ont des plus petites entreprises, qui ont des profits d'1 million, 2 millions, peu importe, puis ils sont dans le brouhaha. Puis eux autres, ils cherchent quelqu'un comme vous, un leader, un opérateur, qui va peut-être être prêt aussi à partager de l'équité avec les gens dans leur équipe. Il l'aurait fait, mais ça prend un leader, puis ça va être vous. Puis, il y a plein de capitaux dans le marché. Depuis 500 ans, le capitaux s'accroît, il y en a plein. Mais du talent pour remplacer ces joueurs-là, là, c'est ça la carence dans le marché. Fait que moi, personnellement, je me dis, si j'étais vous, c'est de trouver une manière de sortir des opérations, d'aider du temps pour réfléchir. Puis Sénèque qui dit, en mer, il n'y a jamais le bon vent pour celui où c'est pas se diriger. Là. Trouvez-vous un créneau, là, comme Vincent, il dit, ben moi, je vais pomper dans une ligne. Puis là, vous partez. Puis allez parler aux entrepreneurs directement. Puis il y en a plein là, que ça va cliquer. Puis on va dire, écoute, c'est toi que je veux dans ma gang. Puis ils vont être bien plus créatifs, bien plus flexibles que vous pouvez l'imaginer. Intéressant. Puis toi, Jonathan, peut-être juste pour terminer, le fait que tu aies vendu une partie de ton entreprise, en tout cas, moi, je trouve que ça ouvre des idées sur vraiment comment comprendre tous les actifs qui se retrouvent dans une organisation. S'il y a des gens qui se posent des questions de savoir, est-ce que j'ai pas une ligne d'affaires, une ligne de service, une ligne de produits dans mon entreprise qui prend 80 de mon temps, mais qui me fait 20 de mes revenus, je suis pas mal certain que c'est arrivé à un paquet de gens ici, on lance des initiatives, puis finalement, ils ne prennent pas autant que prévu. Comment amorcer la réflexion et comment se dire ultimement, oui, ça pourrait peut-être être vendu au lieu d'être seulement arrêté? Ce qui nous a aidé beaucoup à faire cette décision-là, c'est qu'on a fait en 2022 un exercice qui s'appelle le Blue Ocean Strategy, qui est un excellent livre que je vous recommande, qui est un exercice aussi qui vous permet de voir comment on peut se différencier de la compétition. Puis la branche qu'on a décidé de couper de l'organisation puis de laisser le relais à un partenaire pour la suite des choses, c'était une branche qu'on ne trouvait pas le moyen d'être différent là-dessus. Donc, ça a été super clair pour nous que l'autre côté de la business, on voyait comment on pouvait attaquer le marché, on voyait comment on pouvait être pertinent, comment scaler ça en dehors du Québec et du Canada. Donc, c'est de cette manière-là que nous, on a dit, OK, on va à gauche, on laisse aller droite, puis on trouve une nouvelle maison pour cette belle gang-là. Puis on l'a très bien fait, la transaction au bout de la ligne. Tout le monde a gardé leur emploi aux mêmes conditions, sinon plus. Donc, ça a été quand même assez évident pour nous, mais tout a parti de cette réflexion-là, de ce livre-là, puis de cet exercice-là. Donc, bien analyser dans quoi qu'on peut être bon et dans quoi qu'on ne peut pas être les meilleurs. Jonathan Léveillé, Simon Plante, Dominique Gagnon, merci beaucoup. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît.